Par exemple, quand tu as une problématique assez précise, tu peux prendre un influenceur qui est spécialisé là-dedans et il va pouvoir tout simplement toucher une cible de personnes ultra qualifiées. Ultra qualifiées. Alors que toi, tu mettrais peut-être plus longtemps par un autre levier à toucher cette cible-là. Donc c'est un levier qui est hyper performant, mais encore faut-il, tu vois, bien cibler les influenceurs. Il faut qu'il y ait une adéquation marque-influenceur. Ouais. Et après, il faut aussi que la marque ait optimisé tout ce qui est site web. Parce que l'influenceur a beau faire la meilleure campagne du monde, si le site web est pas optimisé, si le site web a pas une bonne conversion derrière, l'influenceur il peut pas tout faire non plus, tu vois. À un moment donné, j'avais décidé d'arrêter parce que il y avait beaucoup de critiques sur ce secteur, puis même moi je pensais avoir un petit peu fait le tour. Mais en vrai, vu que c'est un secteur qui se renouvelle beaucoup, tu fais jamais vraiment le tour. T'as carte blanche, par contre il faut beaucoup de créativité, mais il y a des influenceurs qui sont vraiment force de proposition en termes de projet, et je trouve ça ouf. Nous quand on fait des collaborations même avec des micro-influenceurs, donc c'est pas vraiment leur métier, tu sais, ils ont un métier à côté, ils ont des idées de ouf des fois, et t'es là en mode ah ouais, j'y avais même pas pensé, c'est trop cool. Voilà, on peut commencer Manon. Je suis super content de te recevoir, je te propose de chiner. Yes, salut Clément, merci pour l'invitation. De rien. Du coup, tu es Head of Marketing chez Finely, mais pas que. Est-ce que tu peux te présenter et aussi nous dire un petit peu ce que fait Finely ? Ouais, très bien. Alors, je suis chez Finely depuis bientôt 3 ans maintenant. Donc, on a structuré l'équipe. Maintenant, donc, quand j'ai commencé, j'étais seule en marketing communication et maintenant, on est 4. Donc, en gros, je gère et je structure le pôle marketing. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement ce que fait Finely ? Ouais, bien sûr. Alors du coup, du côté de la plateforme, on est une plateforme de smart matching, donc on va mettre en relation des influenceurs et des marques. Donc comment ça se passe ? En gros, tu vas avoir un espace où les influenceurs vont pouvoir s'inscrire sur la plateforme et un espace où les marques vont pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Okay. Ils vont mettre chacun leurs critères de sélection, l'influenceur pour la marque, donc ses centres d'intérêt, etc. Et la marque va mettre ses critères de sélection pour l'influenceur. Donc ça peut être des critères de localisation, de taille de communauté, de centre d'intérêt, d'intérêt de la communauté aussi. Et nous, après, dès qu'on a ces datas-là, on va pouvoir mettre en relation les influenceurs et les marques qui matchent ensemble, et on va pouvoir tout simplement proposer un brief de campagne à un influenceur. L'influenceur va pouvoir postuler et à l'issue de la campagne, on va également traquer tous les résultats, mettre en place un bilan de campagne, et du coup, la marque pourra voir les résultats de sa campagne, savoir si elle a été rentable ou non, et après refaire de nouvelles campagnes. Et du coup, du côté agence, comme une agence d'influence classique, on a des marques qui viennent nous solliciter pour des briefs de campagne, et après nous on leur structure toute la campagne et on fait aussi la partie un petit peu plus créative. Donc on a passé un bon moment sur tout ce qui est création de contenu. Je te propose maintenant qu'on parle un peu plus de l'influence de commencer aujourd'hui. Je vais pas te mentir, moi j'ai pas mal de retours, enfin j'ai l'impression qu'il y a une tendance dans le marché qui est de dire ouais, les influenceurs on a vu, au final c'était beaucoup de fumée pour une pas si grande flamme. Okay. Et au final ça marche pas, c'est pas un truc fiable. Alors personnellement je suis convaincu parce que je suis des micro-influenceurs, tu vois, et je me retrouve au resto où ils étaient, tout con, mais ça prouve que ça marche. Mais qu'est-ce que t'as à dire aux personnes qui disent au final qui sont un peu qui ont été un peu descendues par tout ça? T'as influenceur et influenceur. Influenceur, ça regroupe tellement de personnes différentes. Ça peut regrouper des acteurs, des sportifs, des créateurs de contenu et des influenceurs de télé-réalité. Donc quand on pense influence, généralement c'est un petit peu connoté télé-réalité, arnaque, dropshipping, etc. Alors que l'influence en soi, c'est pas ça l'influence. C'est pour moi l'influence, en tout cas parce que je suis plus génération YouTube, je regardais il y a 10 ans, tu vois, des vidéos YouTube quand l'influence a commencé. Même avant il y avait le blog, etc. Donc pour moi c'est ça la vraie influence, c'est les créateurs de contenu qui apportent vraiment une valeur. Donc je pense qu'on peut tous voir les résultats que ça. Donc on peut parler des macro-influenceurs, donc les célébrités qu'on connaît tous, Squeezie, Lena Situation, qui font des campagnes de dingue avec des marques qui ont des gros budgets bien évidemment. Mais après, comme tu l'as dit, il y a les micro-influenceurs, donc qui sont plus niches. Donc tu as les micro-influenceurs foot, tu peux avoir des micro-influenceurs automobiles, éducation, tu peux en avoir également dans la mode. Il y a énormément de secteurs, et ce qui est pas mal, c'est que par exemple quand tu as une problématique assez précise, par exemple tu es dans un secteur automobile ou moto par exemple, tu peux prendre un influenceur qui est spécialisé là-dedans, et il va pouvoir tout simplement toucher une cible de personnes ultra qualifiées. Ultra qualifiées.
alors que toi tu mettrais peut-être plus longtemps par un autre levier à toucher cette cible-là. Donc c'est un levier qui est hyper performant, mais encore faut-il, tu vois, bien cibler les influenceurs, parce que si tu les cibles pas bien, si par exemple, tu vois, par exemple... beaucoup de par exemple. Donc, t'as ta marque d'automobile ou de moto. Imaginons qu'on a Kia, par exemple, qui fait pas mal ça en ce moment. Voilà, tu prends Kia, tu prends un influenceur lifestyle qui a 2-3 millions d'abonnés, mais dans ces abonnés, t'as des personnes qui ont 13 ans, donc qui n'ont pas le permis, t'as des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par ce type de produit, etc. Donc tu vas toucher plus de monde, mais des gens qui sont beaucoup moins ciblés. Alors que si tu prends quelqu'un qui est intéressé par ce produit, sa communauté sera potentiellement aussi intéressée par ce produit. Donc c'est ce qu'on appelle les micro-influenceurs, parce qu'ils ont moins d'abonnés, mais c'est plus ciblé. Là, tu auras plus de résultats. Donc moi, je conseille toujours à une marque de faire les deux. Donc par exemple, s'il y a un objectif de visibilité, là, on est plus sur de la macro-influence et de la célébrité, parce que forcément, prenons l'exemple de Dop. Tu vois, Dop, ils veulent commercialiser un nouveau shampoing. Ils vont prendre forcément un macro-influenceur ou une célébrité, parce que tout le monde a besoin d'un shampoing. Tu vois, t'as pas besoin d'un influenceur spécifique pour parler d'un shampoing, sauf si tu veux un influenceur par exemple qui a les cheveux frisés, ou un influenceur qui a les cheveux blonds, etc. Là forcément il faudra des influenceurs qui répondent à ces critères là. Mais si t'as un shampoing basique qui répond aux besoins de monsieur et madame tout le monde, là tu peux prendre un macro-influenceur ou une célébrité, parce que forcément t'auras des résultats, étant donné que la majorité de la communauté sera potentiellement intéressée par le produit. Mais si tu prends quelque chose d'un petit peu plus deep, forcément ça va être compliqué avec un macro-influenceur et une célébrité. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est juste une question de bien cibler ces influenceurs. Question de ciblage, mais pas que, parce que donc là, on a beaucoup parlé du ciblage, mais après, il y a la pertinence de la campagne. Donc imaginons, tu fais juste un placement de produit, comme le font généralement les influenceurs de télé-réalité, donc c'est-à-dire présenter le produit, les caractéristiques, et mettre un lien swipe up pour l'acheter. Je trouve que ça apporte pas beaucoup de valeur. Ça génère des ventes, mais ça apporte pas beaucoup de valeur sur du long terme. Par contre, quand tu crées une collaboration avec un influenceur qui justement va créer du contenu sur du long terme, donc on parle plus d'ambassadeurs, là ça va être beaucoup plus pertinent, parce que forcément tu vas avoir cette piqûre de rappel, tu vois, par exemple ça peut être une piqûre de rappel mensuelle, NordVPN, tu vois, NordVPN on les voit partout. Moi je savais même pas ce que c'était un VPN avant de regarder les vidéos de Squeezie et toute la bande qui fait des vidéos pour NordVPN, tu vois, mais c'est grâce à eux que ce style de produit est connu aussi. Bien sûr, il y avait des personnes un peu... Les personnes qui étaient dans le gaming connaissaient forcément les VPN, ou d'autres personnes qui travaillent à l'étranger ou qui ont des besoins concrets de VPN connaissaient, mais des personnes un peu plus lambda comme toi et moi, je sais pas si toi tu connaissais, moi je connaissais pas les VPN avant ce type de vidéo. Après t'as Rhinoshield qui sponsorise énormément de vidéos. De toute façon on voit que NordVPN ou Rhinoshield sur YouTube, mais eux tu vois ils ont compris la strat, ils ont vu qu'il fallait faire du long terme pour que ce soit ancré en fait dans le quotidien des gens, et qui pensent directement à leurs produits quand ils ont un besoin. Donc forcément quand t'as des coques, tout le monde en fait. Mais quand on parle de coques résistantes, tout le monde parle de Rhinoshield, parce que tout le monde connaît, tu vois, c'est le top of mind. Donc forcément ça a plus de valeur. Et du coup aussi il faut du contenu quali, et il faut aussi qu'il y ait la pertinence avec l'influenceur, et surtout la marque aussi qui ait des bonnes valeurs de marque, parce que là on parle du bon influenceur, mais il faut que la marque aussi soit bien quali de son côté. Donc quand je parle de quali, c'est-à-dire au niveau de ses valeurs, donc qu'elle transmette de bonnes valeurs qui soient en adéquation avec celles de l'influenceur. Donc là pareil on rejoint un petit peu ce matching, parce que si l'influenceur par exemple je sais pas, c'est un influenceur qui aime bien l'écologie, ou qui a un attrait particulier pour l'écologie, et la marque produit tout en Chine, avec par exemple sur des usines qui font travailler des Ouïghours par exemple, forcément ça casse un petit peu le côté humain, ça casse aussi le côté écologique, parce que pour faire amener les produits de Chine forcément tu sais que c'est pas très écolo, donc il faut qu'il y ait une adéquation marque influenceur. Et après il faut aussi que la marque ait optimisé tout ce qui est site web, parce que l'influenceur a beau faire la meilleure campagne du monde, si le site web est pas optimisé, si le site web a pas une bonne conversion derrière, l'influenceur il peut pas tout faire non plus, tu vois. Si ton site web il est dégueu, on sait pas où cliquer pour mettre un produit dans le panier, ou tu vois il y a des bugs, ou c'est lent ou machin, forcément la personne va quitter le site et ne va pas acheter. Et ce sera pas la faute de l'influenceur, ce sera la faute du site. Les 3 points à optimiser du coup si on veut avoir un site bien pour acquérir, pour suite à une campagne d'influence. Ça dépend ce qu'on va vendre, si c'est un service ou un produit, mais déjà des informations claires.
une transparence sur la provenance des produits, notamment sur la fabrication. Exactement, on est de plus en plus, enfin les consommateurs sont de plus en plus regardants sur tout ce qui est production, distribution, etc. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de l'ancrer dans les valeurs de sa marque et dans son marketing aussi, mais pas le faire que pour le marketing. Après les marques font ce qu'elles veulent, mais je pense que c'est mieux de pas le faire que pour le marketing. Et donc là ça fait 2 points, et je pense que le troisième ça serait la simplicité. Tu vois, ne pas devoir aller sur 3 ou 4, enfin faire, pardon. Ouais, directement la page produit. Exactement, directement la page produit avec directement le panier où on peut mettre, avec la quantité, avec la taille, si c'est par exemple un produit qu'on doit sizer, etc. Donc voilà, la simplicité. Ok, d'accord. Bon, très clair. Et un SAV qui soit clair aussi, parce que sur beaucoup de sites, notamment les sites de dropshipping, tu sais pas quelles sont les conditions de retour, t'as pas de SAV, même pas de chatbot si jamais t'as un problème ou quoi. Donc je pense que c'est hyper important d'avoir un SAV qui soit réactif et qui soit aussi visible, accessible, et que tu dois pas galérer, comme par exemple pour appeler, je sais pas, SFR quand t'as un problème avec ta box, tu vois, t'as déjà connu ce genre de galère, j'imagine. Donc ouais. Ok, d'accord. Très bien. On a parlé de RhinoShield et NordVPN. Ouais. J'ai vu une analyse, c'était les 2 plus gros annonceurs sur YouTube, de loin. Bah après, c'est normal. Sur le GameFR. Ils prennent aussi, ils collaborent avec les plus gros influenceurs français, et pas que. Enfin, en termes de budget, on parle de France, donc ils ont un énorme budget, donc c'est normal qu'ils ont aussi plus de retours qu'une petite marque, une petite start-up qui va investir 1 000 € ou 2 000 € dans l'influence. Ça c'est normal, mais ils ont eu une très bonne stratégie dès le départ. Ça fait des années qu'ils font de l'influence, et ils ont directement misé sur la bonne stratégie les créateurs de contenu, et non pas les placements de produits avec des influenceurs. Exactement. Et ils ont une stratégie inversée. C'est-à-dire que, je sais pas si t'as vu cette vidéo aussi, c'est sur le talk show de Micode. Okay. Il y a un mec en gros qui a pris toutes les mentions, tous les liens sponsorisés, enfin il a scrappé toutes les vidéos des plus grands influenceurs, et il a sorti tous les liens sponsorisés, je sais pas comment il a fait, enfin si, il a expliqué, mais bon voilà. T'as pas regardé la vidéo. si, je l'ai regardé, mais j'ai pas tout compris. Enfin si, mais c'est super compliqué, et il s'est démerdé pour sortir en fait des graphiques super compréhensibles des sponsors par RhinoShield et NordVPN. Et en gros, il y en a un qu'on voit partout et un autre qu'on voit tout le temps. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va miser sur sponsoriser 10 000 chaînes, mais à des instants T. Et il y en a un autre qui va sponsoriser beaucoup de moins de chaînes, mais par contre qui va sponsoriser toutes leurs vidéos. Comme quoi, bon, les deux marchent. Et on voit que les deux stratégies fonctionnent bien, quoi. Non, ça fonctionne bien. Mais tu vois, après, il faut qu'il y ait un concept aussi derrière, parce que les influenceurs avec qui ils collaborent, c'est pas justement des influenceurs qui vont faire des placements de produits, c'est des influenceurs qui vont faire des vidéos, souvent c'est des formats longs, et il y a vraiment de la valeur sur ces vidéos. Ça peut être du divertissement, ça peut être du gaming, ça peut être énormément de choses différentes, mais quand tu regardes la vidéo, tu sais très bien que tu vas pas forcément apprendre quelque chose en soi, mais tu vas passer un bon moment, et c'est pas juste une présentation de produit. Ils investissent dans un projet et non pas uniquement dans une publicité. C'est quoi la dernière campagne d'influence que t'as kiffé? Ah, c'est dur parce que moi je suis vraiment une bonne cliente de l'influence. J'aime vraiment beaucoup. Tu peux en citer 2 si tu veux. Ok. Déjà, d'un point de vue global, moi j'ai bien aimé les vlogs d'août de l'année dernière de Lena Situation qui était sponsor par RhinoShield. Et je trouve que c'était ouf parce qu'ils ont mis en place pas mal de choses pour la communauté. Après, c'est aussi Lena Situation qui a de très très bonnes idées, et ça se voit que c'est une girl boss. Okay. Et voilà, ces partenariats, ça se voit que c'est pas juste des placements de produits, et justement elle crée cet univers autour des marques, donc ça je trouve ça hyper cool. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus du coup pour les gens qui n'ont pas vu ces vlogs d'août du coup? Alors en gros, les vlogs d'août déjà de Lena Situation, c'est une vidéo par jour durant tout le mois d'août, et c'était sponsorisé l'année dernière par RhinoShield. Et en gros, ils faisaient gagner énormément de cadeaux à la communauté. Il y avait aussi c'était un écran, je crois, qui trimballait dans Paris et qui faisait gagner des cadeaux. Enfin, il y avait, en gros, RhinoShield avait donné un gros budget pour le vlog d'août. Et du coup, Lena avait utilisé ce budget pour faire des activités pour le vlog d'août, pour offrir des cadeaux à sa communauté. Il y avait des cadeaux de ouf, comme d'hab, tu vois. Et je trouve que ça, c'était pas mal parce que c'est une des influenceuses qui va pas prendre l'argent uniquement pour elle, mais qui va faire profiter aussi toute sa communauté. Et du coup, ça, j'avais bien aimé cette campagne-là. Après, j'ai beaucoup aimé aussi une campagne de co-création avec Jodie la petite Frenchie et Lancaster.
Ça les a un petit peu plus. Mais elle est toujours d'actualité, ça fait longtemps qu'ils ont commencé la co-création, mais c'est toujours d'actualité. Et en gros, ce que j'aime bien dans cette campagne, c'est que l'influenceur et la marque se sont alliés pour créer un produit et non pas juste un coup de com', tu vois. Ils ont créé le produit ensemble, le packaging ensemble, la com ensemble, etc. Et je trouve ça bien de voir qu'il y a autant d'investissement de la part de la marque et de la part de l'influenceur. Et c'est une campagne qui a super bien marché parce que forcément, quand t'es en co-création, bah, vu que c'est l'influenceur qui a, on va dire, peut-être pas à moitié, mais qui a participé à la création du produit. Il est impliqué. Il est impliqué, donc il va plus promouvoir le produit et sa communauté va se retrouver dans le produit parce que forcément, c'est un produit qu'ils vont potentiellement aimer. Ok, d'accord. Bon, bah, 2 belles campagnes, du coup, on aura mis les visuels à l'écran. On aura mis, sans doute. Ok, bah du coup, t'as bossé, ça se voit que ça te plaît, mais est-ce qu'il y avait... C'est quoi vraiment tes raisons pour travailler dans le secteur de l'influence ? Pourquoi tu t'es dirigé vers ça plutôt qu'autre chose ? Alors, j'avais pas choisi de base le secteur de l'influence, je voulais quelque chose sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, et parce que c'est tendance, parce que on passe du temps sur les réseaux, et parce que je connaissais bien les réseaux sociaux. Mais l'influence est un peu venue comme ça par hasard, parce que je suis tombée sur Finly et que j'avais directement accroché avec la boîte. En gros, pendant les process de recrutement, j'avais vraiment eu un gros feeling avec les personnes qui m'avaient du coup embauchée. Et en gros, petite anecdote, à la fin du process de recrutement, on a fait un jeu de société tous ensemble, donc ils m'ont invité dans leurs locaux, on a fait un jeu de société avec toute l'équipe et tout. Mais des influenceurs, quoi. Même pas, on a fait un concept, un profiler, je crois. Ok. Donc en gros, on avait fait un gros jeu avec toutes les personnes, et en fait, c'était juste pour apprendre à connaître les gens et voir s'il y avait le feeling entre les personnes qui travaillent déjà dans la boîte et les candidats. Donc ça, j'avais trouvé ça super bien, et d'ailleurs, on le fait toujours, pour tous les candidats, on fait toujours un jeu de société à la fin. Et tout ça pour en revenir à l'influence. Du coup, l'influence m'est un peu tombée dessus, mais après j'ai tout de suite aimé, parce que moi je suis une grande consommatrice de vidéos YouTube, notamment un petit peu moins TikTok et Instagram, mais ça fait quand même partie de mon quotidien. Mais j'aime beaucoup, et les premiers influenceurs que j'ai suivis, c'est Caroline et Safia, Enjoy Phoenix, Squeezie, McFly et Carlito, enfin tous les pionniers un petit peu de YouTube, et je trouve ça cool déjà qu'ils soient toujours là et qu'il y ait un petit peu cette professionnalisation du métier. Et pourquoi je fais toujours de l'influence, surtout parce qu'à un moment donné j'avais décidé d'arrêter parce que y avait beaucoup de critiques sur ce secteur, puis même moi je pensais avoir un petit peu fait le tour, mais en vrai vu que c'est un secteur qui se renouvelle beaucoup, tu fais jamais vraiment le tour, il y a toujours des choses à voir, des nouvelles choses, et du coup j'ai continué parce que je trouve que c'est un secteur qui est innovant et créatif. Ouais. C'est vrai que tu peux faire un peu n'importe quoi en fait. C'est ta carte blanche. Par contre, il faut beaucoup de créativité, parce que souvent il y a des influenceurs qui essayent de copier d'autres influenceurs, forcément ça marche moins bien, etc. Mais il y a des influenceurs qui sont vraiment force de proposition en termes de projet, et je trouve ça ouf. Nous, quand on fait des collaborations, même avec des micro-influenceurs, donc c'est pas vraiment leur métier, tu sais, ils ont un métier à côté, ils ont des idées de ouf des fois. Et t'es là en mode ah ouais, j'y ai même pas pensé, c'est trop cool. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, des idées qui viennent des micro-influenceurs. T'as des fois des trucs qui s'est passé un peu collector avec des influenceurs à nous raconter ou pas ? Des trucs chiants ? Ouais. Sans forcément les citer, tu vois. Ouais, forcément, tu sais, t'as des influenceurs qui respectent pas trop le brief, ou t'as des influenceurs qui postent pas vraiment en temps voulu, qui s'en fichent un petit peu. Ouais. Donc généralement, on arrête de collaborer avec ce type d'influenceurs parce qu'ils sont pas professionnels. Nous, ils nous font perdre en crédibilité auprès des marques aussi, et c'est pas ce qu'on veut donner comme image, en tout cas de l'influence. Pour nous, l'influence c'est quelque chose qui est professionnel, et c'est surtout une passion. C'est un métier passion, l'influence. Si t'es pas passionné de l'influence, franchement ça marchera pas, parce que ça demande tellement de temps, d'investissement, et en plus tu travailles ta propre image, donc si t'es pas passionné, ça sert à rien de te lancer. Si tu fais ça que pour l'argent, ça ne marchera pas. Donc ouais, il y a des influenceurs comme ça qui respectaient pas forcément l'image que nous on avait de l'influence, et du coup on a arrêté de collaborer avec eux. Après t'as aussi des petits ratés aussi de notre côté. Donc par exemple on a une chargée de campagne qui avait collaboré à un influenceur qui avait à peu près le même pseudo qu'un autre influenceur, et du coup pendant des semaines on avait parlé à tel influenceur alors que c'était pas le bon que la marque avait validé, tu vois. Merde. Et ça nous est arrivé, bon c'était il y a longtemps, mais ça nous est arrivé, et du coup maintenant c'est une anecdote qu'on raconte parce qu'elle est marrante, mais on était pas bien franchement quand c'est arrivé. On devait expliquer du coup à l'influenceur qui n'était pas cet influenceur là,
que finalement on voulait pas faire la campagne avec lui. Bon, du coup il avait déjà préparé des publications, enfin elle en l'occurrence que c'était une femme, elle avait déjà préparé des publications, donc on l'avait payé pour les publier, et après on lui avait dit bah on cut la campagne parce que ça correspond pas à ce que la marque voulait, etc. Et du coup on avait recollaboré après avec la vraie personne, mais c'est vrai que c'était une anecdote assez marrante. Ouais, ok, d'accord, il y a des choses rigolotes qui arrivent, quoi. Ça arrive, ouais, mais du coup t'es tout le temps sur les réseaux en gros pendant la journée, j'imagine? Non. En fait, ça dépend. Je suis pas sur Insta et sur TikTok comme on pourrait penser. Moi, je passe la majorité du temps sur LinkedIn. Oui. Donc oui, je suis sur les réseaux. J'ai toujours un LinkedIn ouvert, tu sais, sur ma fenêtre Google. Donc ça, c'est sûr et certain, déjà pour faire tourner mes campagnes Wallaxy. Et en plus de ça, parce que dès que j'ai une notification, j'aime bien être assez réactive. Dès que j'ai un message, j'aime bien aller directement répondre, etc. Donc ça, c'est important. Et puis après, sur Instagram et TikTok... déjà je suis consommatrice, mais en plus de ça il faut tout le temps regarder comment fonctionne l'algorithme parce que ça change tout le temps. Il faut regarder quels sont les contenus que postent les influenceurs, avec qui ils collaborent en ce moment, est-ce que nos campagnes qu'on a en ce moment elles fonctionnent bien. Donc oui, forcément tu passes du temps sur les réseaux sociaux. Après je passe du temps aussi à créer du contenu, je passe du temps sur Canva à faire des publications, à faire des webinars, je passe du temps sur Notion à écrire des articles ou à écrire des podcasts, tu vois, il y a pas que ça, mais oui, c'est une grande partie de mon quotidien. Ouais. Ok, d'accord. Bah ouais, t'es obligé d'avoir une certaine veille sur les influenceurs que tu suis, d'en découvrir de nouveaux. Et même tu peux pas parler d'une chose que tu ne connais pas. Parce que déjà tu seras pas forcément allé sur le sujet, et en plus de ça, tu auras pas forcément des conseils qui sont hyper pertinents et applicables pour les personnes qui vont t'écouter. Si demain je me mettais à parler de l'influence mais que j'avais jamais fait d'influence, pas hyper crédible. Pareil, si demain je parle de l'algorithme Instagram mais je vais jamais sur Insta, pareil, tu vois, c'est pas hyper pertinent. Et en plus de ça, moi je vais perdre du temps parce que je vais devoir chercher par exemple sur des articles de blog comment fonctionne l'algorithme Instagram, alors que si je vais sur Instagram, je vais comprendre comment fonctionne l'algorithme. Comment est-ce que tu gères du coup ta relation avec Instagram, TikTok, enfin TikTok tu y allais pas trop, mais pas trop, YouTube et tout ça, parce que t'es obligé de consommer pour rester relevant en gros, mais d'un autre côté on connaît de plus en plus les effets pervers de ces plateformes-là, et certaines personnes essaient de s'en détourner, justement, pour ne pas subir ces effets-là. Comment est-ce que toi, tu vois ça ? Alors déjà, sur mon Insta perso, j'ai coupé toutes les notifications. Okay. Donc je reçois pas de messages, je reçois pas de likes, de commentaires, de partages, de mentions, de machin. J'ai tout coupé parce que forcément quand t'as ton téléphone, tu sais, à côté de ton ordi, tu reçois une notif, t'es trop tenté d'y aller. Et après quand t'y vas, forcément tu scrolles et tu restes 1 heure. Donc ça j'ai coupé. Et je vais pas sur Instagram avant 21h, tu vois, une fois que j'ai bien fini mon travail. Ouais. Jamais le matin, quoi. Non. Je le faisais beaucoup avant, mais depuis après cet été, donc c'est assez récent, j'ai tout coupé. Je me suis dit qu'il fallait plus de proactivité et moins de je vais sur Insta, je me perds sur Insta, tu vois. Ouais, parce qu'en fait c'est automatique. C'est ça. Et Insta, je sais comment ça fonctionne, et le soir je passe déjà assez de temps sur Insta. Alors mon temps attribué au travail, je préfère le passer à des choses concrètes pour vraiment avoir un impact sur le business et pas uniquement passer mon temps sur Insta. Ok, ouais. Bah ouais, je vois. Et TikTok, du coup, le problème se pose pas trop vu que j'y vais pas souvent. J'y vais quand quand on doit poster par exemple des publications pour Findy, ou quand on a des campagnes, etc. Je vais y aller pour regarder un peu ce qui se fait. Je vais tester la plateforme, etc. pour voir comment ça fonctionne, machin. Mais j'ai moins cet automatisme d'aller sur TikTok que sur Instagram. J'y vais parce que j'ai besoin d'y aller pour le business, mais sinon j'y vais pas. Et YouTube, par contre, j'adore. Dès que je me pose le soir, je regarde une petite vidéo YouTube sur la télé. Pareil, le week-end. Exactement, ça faut pas le dire. Ouais, ça c'est atroce. Hein. Ah ouais, non, franchement, c'est... Le pire quand même, c'est TikTok, parce que des fois, je parie que toi. C'est pour ça que je n'y vais pas. Ouais. Parce que je sais que sinon je vais même pendant pour des heures, tu vois. poster. Des fois, parce qu'ils sont vicieux. En gros, si tu fermes l'application, ça charge pas la vidéo. Et du coup, des fois, je suis obligé de rester sur l'application pour que la vidéo charge, et ces bâtards, ils font exprès que ça prenne longtemps, parce que sur Instagram, ça prend 3 secondes. Contenu, et des fois, long, je me perds. Oui. Mais je pense que c'est intentionnel, parce qu'ils te foutent sur la vidéo, sur l'onglet Amis, là. Et maintenant, vu qu'ils l'ont supprimé, je pense que... Ouais. Non, moi il me met sur Amis, il me demande de mettre mes contacts, ce que je n'ai toujours pas fait, que je ne ferai jamais. Mais voilà,
J'en suis arrivé à supprimer mon compte perso, à avoir que les comptes en gros pro, et à avoir mon compte perso sur un autre téléphone. Bah moi j'ai mon compte perso, mais en vrai je l'utilise pas trop, j'utilise plus le compte pro pour TikTok. Après, je teste aussi pas mal la plateforme Pinterest. Parce que c'est une plateforme qui est quand même assez vieille, mais qui est en train de monter, tu vois. Ils sont quand même... ils étaient en avance sur toutes les fonctionnalités un peu de social shopping. Tu sais, t'as le Shop the Look, t'as pas mal de fonctionnalités. Je trouve ça hyper intéressant pour les marques. C'est ouf, c'est trop sous-côté en fait. C'est beaucoup trop sous-côté. C'est ça. Et du coup, j'ai créé un guide d'ailleurs, si tu veux le mettre en description, tu pourras, je te l'enverrai. Bien sûr. Comment lancer sa marque un sur... petit magnet et hop. Yes Tu comprends vite. Comment lancer sa marque sur Pinterest. Et en gros, du coup, je me suis posée sur la plateforme pendant 1 mois. Je consommais pratiquement que du contenu Pinterest. Je regardais tout ce qui se faisait, toutes les marques, tous les business cases. J'ai vraiment essayé de créer une expertise sur Pinterest. Et je trouve que c'est une plateforme qui est pas assez valorisée par les marques et par les influenceurs, mais qui a un gros potentiel. Et je pense que ça va être une des premières plateformes à sortir tout ce qui est live shopping, etc. Exactement. Ouais. Dont on parlera peut-être une prochaine fois. Peut-être, parce que c'est un sujet assez long. Ouais, ok. Bon, bah écoute, on a parlé d'à peu près tout ce dont je voulais t'interroger sur. Parfait. Ça n'est pas du tout français comme phrase, mais c'est pas grave. Écoute, j'ai des petites questions de la fin que je pose à tous mes invités. Il y en a une, c'est est-ce que t'as eu, ou est-ce que t'as toujours des coachs de vie, personnes qui t'ont inspiré et qui t'ont apporté beaucoup et des choses comme ça? Plus des coachs business marketing que de vie du coup, mais au niveau business marketing, ça va être Caroline Mignot, on en a parlé un petit peu, ça va être Benoît, ça va être Toinon, ça va être Nina Ramen, enfin toutes ces personnes qu'on connaît un petit peu tous sur LinkedIn. Donc ça m'a permis vraiment de me structurer et tu vois d'oser aussi. Je parle beaucoup d'oser, mais c'est elles et eux qui m'ont donné ce truc de vas-y, au pire on s'en fiche, genre fais-le et on verra. Et du coup, il y a ces personnes-là. Après, dans la vie en général, forcément mon entourage, mes parents, mon copain, voilà. Ok, d'accord. Et si tu devais choisir un conseil qu'ils t'ont donné, tous? Oser. Croyez en vous et osez, comme dirait... Genre, personne le fera à ta place, du coup, vas-y, fais-le, et au pire, ça marche pas, tant pis, et ça marche, tant mieux. Ok. Voilà. J'ai interviewé Lucas Brasier, je sais pas si tu connais ça, un youtubeur, dans la tagline est « Croyez en vous et osez ». Écoute, c'est à peu près la même chose, moi c'est oser, et tu verras. Et oser, bon allez. Super. Est-ce que tu as des ressources du coup à conseiller sur tout ce dont on a parlé? Ouais, sur l'influence, ça va être principalement mes ressources du coup. T'as tous pas les mal... guides ouais, de ça. Finly. En gros, nous on sort un guide par mois, donc sur plein de thématiques différentes, ça peut être sur les réseaux sociaux ou sur l'influence. Donc un guide par mois, pareil, il y a un webinaire par mois. Souvent on prend le même sujet, webinaire et guide. Podcast, il y a un podcast par semaine et en décembre il y aura un podcast par jour. Donc il y aura pas mal de contenu. Après sinon, extérieur aux réseaux sociaux et à l'influence, je regarde pas mal ce que fait Scalesia ou Alaxi, Caroline Mignot aussi, tout ce qu'elle fait. Elle avait fait des formations, etc. J'avais pas mal regardé, pareil ses webinaires, je regarde pas mal, je trouve que c'est hyper intéressant pour tout ce qui est marketing, inbound, personal branding, image de marque, etc. Je trouve ça intéressant. Et je crois que c'est à peu près tout. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as des outils dont on n'aurait pas parlé et que tu voudrais recommander? Dont on n'aurait pas parlé. Déjà, il y a Finly. On en a parlé, mais forcément. Je recommande fortement. Après, Alexis, on a parlé. Lemlist aussi, Lemlist, c'est pas mal. C'est plutôt quali quand on veut faire des campagnes de mail bien ciblées. Ouais, moi, j'aime bien. Après, il y a quoi d'autre? Swillow pour programmer ses posts, par exemple. Ok. Tu vas avoir... j'aime bien Storyset pour tout ce qui est illustration. Ce qui est pas mal sur Storyset, en gros, c'est que tu peux personnaliser aux couleurs de ta marque. Ok. Donc ça, c'est pas mal pour faire des illus. Après, il y a Canva. Moi, je suis une pro Canva. Je fais tout sur Canva. Notion. Trop stylé. Trello aussi. Pas mal. Ok, tu utilises les deux en parallèle? J'utilise les deux parce que mon équipe travaille sur Trello, mais tout ce qui est process, articles, livre blanc, enfin tout ce qui est sur mon travail et sur ma vie perso, parce que tout ce qui est freelance aussi, je le fais sur Notion, je fais tout sur Notion, et tout ce qui est tâches communes avec d'autres personnes de ma boîte,
Je le fais sur Trello. Sur Trello, exactement. Après Slack pour parler ensemble. Après, c'est bon, je t'en ai déjà donné pas mal. Un peu avare sur les... Ok, non, t'en as déjà donné beaucoup. Ok, et ben écoute, on en arrive à la dernière question, celle qui clôture le podcast. Oui. Si tu avais un ou plusieurs invités à recommander sur ce podcast, qui est-ce que ce serait? J'aimerais bien voir Benoît. Benoît? Je sais pas si tu as déjà Bibos? Ouais. Benoît, j'aimerais bien. Caroline, du coup, tu l'as déjà eu? Non. Ah non, tu l'as pas eu? Non, on s'est envoyé des messages, mais un peu trop court sur le timing. Ok, alors Caroline, Nina Ramen aussi, Valentine, je sais plus son nom de famille. Soda. Peut-être. Soda, ouais. Ouais, j'aime trop ce qu'elle fait. Et après, pourquoi pas aussi... nous, on taffe en gros avec d'autres personnes. On est 3 startups à bosser dans les mêmes locaux. Et il y a une startup qui s'appelle Oscar Black et ils font de la publicité en ligne. Donc c'est Google Ads, TikTok Ads, Facebook Ads, Insta Ads, etc. Et du coup, je trouve ça aussi intéressant d'avoir un point de vue sur les ads. Du coup, t'as Thomas Piotto qui est assez calé là-dessus au niveau de l'expertise Google Ads. Après, t'as Yanis, t'as Isma aussi. Donc eux, ça serait pas mal aussi de les avoir. Ok, d'accord. Voilà. Bon, j'ai menti, c'est pas exactement la dernière question. Pauline, Arthur, est-ce que vous avez une dernière question à poser à Manon? Non. Non, c'est bon. Eh ben écoute, super, et ben du coup on a fini. Je te propose de chiner. Est-ce que t'as un truc à raconter? Où est-ce qu'on te contacte? Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Du coup, c'est Manon Roch, R-O-C-H. Mettez un petit emoji verre de vin pour qu'elle sache que c'est vous avez vu le podcast et vous la contactez. N'hésitez pas à me dire que vous venez de la part de Clément. Voilà. Je te mettrai des royalties. Autre chose? Non, sinon après sur le site www.finly.co, vous avez toutes les ressources, tous les webinars, tous les livres blancs et les podcasts. Bon, et ben ravi de cette rencontre. Voilà, c'est tout pour cet épisode de l'Aftermarket avec Manon Roch. J'espère que vous avez aimé le regarder autant que moi j'ai aimé passer ce moment avec elle. Voilà, à la semaine prochaine plutôt pour un prochain épisode de l'Aftermarket. Voilà, on peut commencer Manon. Je suis super content de te recevoir, je te propose de chiner. Yes, salut Clément, merci pour l'invitation. De rien. Du coup, tu es Head of Marketing chez